Émission du 22 novembre 2023. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons le directeur général d'Interligne, Pascal Vaillancourt, à l'aube de leur soirée de financement, la Grande Démesure. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms? Je dirais que je suis un homme dans la quarantaine avec une barbe avec un peu de poils blancs et les cheveux mi-longs. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+. C'est faire partie d'une belle gang où on trouve souvent les plus beaux comportements d'inclusion, les plus belles manifestations d'empathie et de soutien. Et une gang aussi qui est très colorée. Et donc, ça va bientôt faire 10 ans que vous êtes à Interligne. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis votre arrivée? Oh mon Dieu, bien, on parle souvent du mouvement LGBTQ. Je crois que c'est vraiment un mouvement, c'est vraiment en action, ça bouge, ça change. Je dirais que depuis quelques années, il y a eu vraiment une diversification des mots pour nous identifier, une diversification du vocabulaire, bien que les réalités ont toujours existé, mais aujourd'hui, il y a vraiment une richesse, je trouve, dans notre vocabulaire. Et dans les choses que je remarque de plus en plus depuis les dernières années, c'est la solidarité de nos communautés, je trouve, qui est de plus en plus forte. En musique, par la suite à l'émission, Garance Chartier nous fait découvrir 3 artistes cette semaine. Le collectif queer Akira et le Sabbat et les chanteurs Jérémy Dutcher et Héron. Et puis, comme ce sont les rencontres internationales du documentaire de Montréal, les RIDM, nous allons vous parler d'Éviction, un documentaire sur une colocation queer victime d'une reprise de loyer. La réalisatrice se joindra avec nous un peu plus tard, mais en attendant, l'une des dernières locataires du lieu, Marine Goury, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms? Oui, c'est ça, je suis dans la trentaine, pronom elle, elle, et j'ai une longue tresse, des grosses cernes aujourd'hui, et j'ai perdu mon piercing. Oh, dommage. On va prier pour que ça revienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de faire partie des communautés LGBTQ+? Ça veut dire avoir affaire à beaucoup de styles et de fabuleux un petit peu tout le temps, puis faire face à des challenges autant à l'extérieur et à l'intérieur de la communauté avec le changement du contexte politique et relationnel qui se passe un petit peu constamment, là. Et quand vous repensez à vos années dans cette colocation queer-là, comment est-ce que vous décrivez les souvenirs que vous en gardez? C'est sûr que c'est très émotionnel. C'est une maison qui n'a pas été seulement mon lieu d'habitat, mais aussi le lieu de passage de beaucoup de personnes, beaucoup d'amis. C'était un lieu de rencontre, un lieu où on a fait des ateliers. Fait que moi, c'est des bons souvenirs que j'ai, mais là, c'est un long deuil à faire de la perte d'un tel espace, non seulement pour nous, mais aussi pour le reste de la communauté. On en reparle en fin d'émission. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée ou je laisse le choix entre « il » ou « elle ». Ce soir, sur scène, je porte une chemise au motif impressionniste. J'ai l'impression des fois de porter du Monet ou du Cézanne avec un survêtement bleu marin pour l'agencer à mon vernis la semaine dernière. Toujours ce fameux « black and blue » qui reluit et qui attire l'attention. Nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Ce vendredi 24 novembre aura lieu la 7e édition de la Grande Démesure, soirée de financement d'Interligne. À cette période-ci, l'an dernier, Interligne lançait un appel au public pour sauver ses services d'écoute la nuit. Au printemps dernier, le gouvernement a finalement accordé des fonds pour la préserver, mais c'est une enveloppe pour 3 ans seulement, donc encore une fois temporaire. Le financement, c'est donc toujours un enjeu pour l'organisme. Et donc, on parle de cette soirée et de l'organisme en général avec son directeur général, Pascal Vaillancourt. Bonsoir. Rebonsoir. Alors, cette 7e édition de la Grande Démesure, ça se veut en fait d'abord aussi une grande fête. Oui, c'est une grande fête, en fait, qui vise à rassembler, en fait, les alliés de notre organisme, les personnes qui veulent le soutenir, les personnes qui sont avec nous au cours de l'année, qui nous accompagnent. Et oui, effectivement, l'ultime objectif de cette soirée-là, c'est de lever des fonds pour maintenir nos services puis pour continuer de se développer comme organisme, pour bien répondre aux besoins qui sont quand même changeants dans les communautés.
Donc, soirée festive, il y aura de la musique, prestations. Oui, c'est une soirée, en fait, où il va y avoir d'abord un cocktail, où on va parler de la mission d'Interlink, de son rôle dans l'écosystème LGBTQ+. Par la suite, ça va être un côté beaucoup plus festif, où là, il va y avoir, en fait, des artistes qui vont être là, des artistes de cirque, des artistes de burlesque. Il va y avoir également des prestations de drag king, de drag queen également, et de la musique. Et le but, c'est de faire la fête jusqu'à plus tard le soir possible, sans oublier qu'il va y avoir un traiteur sur place et un bar ouvert. C'est la saison des campagnes de financement cet automne. Je trouvais, en tout cas, j'en ai vu beaucoup sur sur mes fils de nouvelles. C'est une source essentielle de vos revenus, ces campagnes-là, parce que le soutien de l'État est insuffisant. C'est ça qu'on comprend. Qu'est-ce qui fonctionne pas avec ce soutien institutionnel? Ah, le soutien de l'État, c'est un long dossier. Mais en fait, il faut comprendre qu'au Québec, le développement du milieu communautaire s'est fait dans les années 80, 70-80, avec des grosses sommes d'argent que l'État a données dans le milieu communautaire. À cette époque-là, les organismes LGBTQ+, étaient soit pas nés, ou ceux qui existaient ont été discriminés dans la distribution de ces enveloppes-là parce que la reconnaissance sociale des droits LGBTQ+, n'était pas au rendez-vous. Donc, c'était mal vu pour un gouvernement de soutenir ces organismes-là. Donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les organismes LGBTQ+, comme Interling, on est le plus vieux à l'heure actuelle au Québec, et on a quand même des soucis de financement, puis on est financé environ au tiers de certains organismes qui ne sont pas LGBTQ+. Mais qui ont la même mission que vous. Qui ont la même mission et qui sont même des fois plus jeunes que nous. Donc, ça crée un arriérage, et cet arriérage-là n'a jamais été corrigé, malgré que les groupes l'ont adressé à plusieurs reprises et en ont parlé. Donc, c'est un peu ça la campagne qu'on a menée l'année dernière dans le but de corriger ça. Vous venez de parler de comparaison avec d'autres organismes qui ont la même mission que vous. Est-ce que ces organismes-là desservent aussi une communauté ciblée comme Interling ou desservent peut-être la population plus en général? Est-ce que ça pourrait être là l'une des raisons aussi pourquoi le financement est plus gros? C'est une façon que tout le monde va le penser. Là. Dès le départ, on pense que les organismes peut-être hétérosexuels, cisgenres ou qui sont plus larges dans la population doivent aider plus de gens. Mais la vraie vie, j'ai un organisme, entre autres en tête, qui vient en aide sur une ligne de prévention du suicide, qui vient en aide à des personnes, disons que c'est un organisme plus généraliste dans la communauté, mais au final, on aide le même genre de nombre de personnes dans une année. Interling reçoit environ 25 à 30 000 appels dans une année, même chose pour cet organisme-là. Par contre, cet organisme-là est financé de façon beaucoup plus généreuse par le gouvernement. Je parle d'environ 1 million de dollars récurrents annuellement, tandis qu'Interling, on est autour de 300 quelques mille. Donc, quasiment 3 fois moins. Oui. Parlons-en, pas charge de travail, mais ces activités que vous faites, vous venez de dire environ 25 000 à 30 000 appels par année. Oui, ça, c'est la ligne d'écoute. C'est vraiment le service d'aide, d'écoute et de renseignement. Oui, parce qu'il y a d'autres services, effectivement, à Interligne. Cet automne, on a vécu un contexte quand même assez particulier qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, avec une espèce de ressac envers la diversité de genre et sexuelle. Est-ce que dans les appels que vous recevez, vous le sentez, ce climat-là? Oh oui, on le sent depuis des mois et des mois. Comment ça se répercute ou ça transparaît? Ça se répercute par beaucoup de peur qui s'est installée. Bon, évidemment, les communautés LGBTQ+, ce sont des communautés marginalisées. Ce sont des personnes qui ont toujours des enjeux de sentiment de sécurité ou de peur de ne pas être inclus dans leur milieu. Par contre, là, on sent que ça s'est exacerbé beaucoup dans les derniers mois. Les communautés ont peur de marcher dans la rue, ont peur de perdre leurs droits. On peur, mais aussi vivent beaucoup de détresse du fait d'être marginalisés encore plus par les politiciens, par les médias. Donc, ça crée des sentiments de peine, de tristesse, de dépression. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup à la ligne ces temps-ci, c'est nommé. Je tiens à souligner que bien que je pense que toutes les communautés sont attaquées un petit peu en ce moment, les personnes trans et non-binaires, c'est très difficile pour ces personnes-là. Vous venez de parler des politiciens. Cet automne, ils ont contribué au climat, peu importe là, comment on veut qualifier leur contribution, mais vous venez de parler d'une certaine légitimisation de propos haineux ou intolérants. Pour vous, la classe politique a eu un rôle à jouer dans cette forme de légitimisation-là? Malheureusement. C'est souvent l'ignorance qui amène
créer cette situation-là. Mais évidemment, quand on entend des politiciens dire qu'on va créer un comité de sages pour parler des droits des personnes trans, alors qu'on a un bureau de lutte à l'homophobie et à la transphobie au Québec, qu'on a un réseau communautaire très organisé, très structuré, très compétent, qui a des chaires de recherche qui s'intéressent déjà à ces enjeux-là, bien, veut pas, ça vient un peu ébranler la confiance qu'on peut avoir en l'État. En plus que les gouvernements en général, bien là, on a une crainte des conservateurs, on a les courants de droite aux États-Unis qui sont en train un peu de remonter chez nous ou faire des vagues chez nous. Mais tout ça fait en sorte qu'on a entendu des propos vraiment violents à l'égard des communautés. On parle d'idéologie trans, alors que ce n'est pas une idéologie. On l'a prouvé dans la recherche depuis très longtemps. Donc, en remettant tout ça en question, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on remet en question la légitimité d'exister de certaines personnes et on donne le droit à des gens qui veulent avoir des propos haineux, de les porter, de les amener dans l'espace public, alors qu'au Québec, on a fait un beau chemin législatif pour essayer de sortir de ça et d'avoir une belle reconnaissance sociale. Mais là, on recule à cause du climat actuel. J'ai discuté avec un ami en fin de semaine qui disait avoir trouvé la communauté peu vocale sur cet enjeu par rapport, entre autres, au comité de sages là, dont vous venez de parler, comme quoi il n'y avait peut-être pas eu assez de dénonciations fortes, là, comme quoi cette initiative-là, elle est inacceptable. Est-ce que vous êtes du même avis? Vous pensez quoi de la réponse de la communauté? Je ne suis pas du même avis. Je pense que la communauté s'organise en ce moment. Je pense que les communautés se parlent, échangent entre elles. C'est aussi, en tout cas, on a vu, là, il y a eu des manifestations à Montréal, il y a eu, avec une contre-manifestation. Les médias ont traité ça comme s'il y avait des exagérations des deux côtés, comme si les personnes qui sont attaquées par la première manifestation bien, ont aussi créé le conflit. Donc, je pense que les communautés ont saisi que de sortir aussi publiquement peut amener un effet d'escalade, puis ça va polariser. Déjà dans les médias, depuis quelques mois, voire même années, on parle de la gauche radicale, on parle des woke. On a diabolisé finalement le militant. Et ça, je pense que les communautés l'ont compris. Dans le sens où, en ce moment, je pense qu'il faut s'organiser, il faut se parler, se tenir et choisir la stratégie. Mais là, la stratégie que moi, j'ai remarquée puis que j'ai entendue aussi, c'est que on parle d'idéologie trans, mais on va amener les experts qui s'intéressent à ces enjeux-là, des chaires de recherche. Ces gens-là ont fait des études universitaires, c'est documenté, c'est fait. Donc, on va mettre ces gens-là de l'avant d'abord. Mais je pense que les communautés vont réagir. Elles réagissent aussi à leur façon, des fois, dans chaque groupe, mais le mouvement de solidarité, je le sens s'organiser. J'ai l'impression qu'il va prendre toute sa place dans les prochains mois. Un peu de promotion. L'émission Le Balado s'inscrit un peu aussi dans cette mouvance-là, cette réaction-là. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les services que vous offrez. On a parlé de la ligne d'écoute. Il y a le clavardage aussi. On vous la pose souvent, la question, mais à chaque fois, vous êtes étonné des résultats. C'est encore beaucoup par téléphone? Ah oui. Parfois, les gens pensent qu'à partir du moment où on a mis les moyens électroniques en place, donc le clavardage ou le service d'aide par messagerie texte, que c'est les moyens qui seront les plus utilisés. Mais chez Interligne, c'est encore près de 80 des gens qui nous appellent par téléphone, qui veulent entendre une voix dans le moment de détresse, qui veulent briser leur isolement, leur solitude. Les jeunes vont plus utiliser les moyens électroniques, mais comme je le disais, c'est environ 20 les moyens électroniques chez nous. Ils sont très, très utiles et très pertinents quand même, parce que parfois, c'est l'anonymat, on ne veut pas être reconnu, on veut pas, ça nous rend gênés d'appeler une personne, d'avoir un échange avec un inconnu. Donc, le moyen électronique donne la possibilité à des gens qui n'osent pas prendre le téléphone de nous contacter quand même. Donc, c'est quand même très utile, très pertinent, mais le téléphone demeure encore aujourd'hui très populaire. Vous avez dit ils veulent entendre une voix, briser cette solitude. Je le disais en début d'émission, ça fait presque 10 ans maintenant que vous êtes à Interligne. Cette solitude-là, est-ce qu'elle a changé au fil des ans? Comment elle se vit aujourd'hui? J'ai toujours de la difficulté à répondre à cette question-là parce que c'est encore souvent les mêmes schémas qu'on remarque d'exclusion des communautés LGBTQ+. C'est encore de l'homophobie parfois dans les rues. C'est encore des familles qui rejettent leurs enfants. Les personnes LGBTQ+, sont beaucoup dans l'itinérance justement par ces rejets-là des familles. Donc, j'aurais tendance à dire que ça a changé, ça s'est amélioré, mais les schémas se ressemblent quand même à travers les années. Une chose qui a changé pour moi
dans mes 9 ans chez Interligne, 9 ans et demi chez Interligne, c'est les parents. Les parents nous contactent beaucoup. Veulent aider leurs enfants, veulent les accompagner, vont demander des conseils sur qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois l'amener à faire son coming out, est-ce que j'attends, est-ce que je peux lui donner des pistes pour qu'il sache qu'il peut me faire confiance. Ce genre de questionnement-là, on en a beaucoup plus aujourd'hui. Et ça, il faut s'en réjouir, c'est une bonne nouvelle. Il faut s'en réjouir complètement. En fait, les parents ont vraiment... On sent qu'il y a une sensibilité. Bon, on le voit dans notre société en général. Le parent, aujourd'hui, son enfant est très, très important et la façon de l'accompagner a peut-être un peu changé, mais en même temps, ce côté-là, je le trouve vraiment très positif. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles à partager par rapport au travail que vous faites? Bien, il y en a plein de bonnes nouvelles. C'est juste que c'est vraiment dommage de reculer comme on recule à l'heure actuelle sur des choses aussi qu'on croyait autant acquises, en fait. Mais moi, je vois quand même beaucoup de bonnes choses. Interligne, on offre des programmes dans les milieux de travail et on est appelé par plusieurs milieux de travail. Cet automne, à toutes les semaines, on est allé faire de la formation, de la sensibilisation dans les milieux de travail. Les écoles nous appellent. On a un grand programme dans les écoles qui s'appelle les Alliances Genre, Identité, Sexualité, le programme AGI. Et ce programme-là vise à donner la possibilité à des jeunes. En fait, on leur remet des outils pour leur permettre de créer des petites alliances LGBTQ+, au sein des écoles. Mais les écoles les commandent, les outils pour les jeunes. Ils nous appellent pour avoir de la formation. Il y a quand même une grande sensibilité, je pense, des alliés, des milieux d'éducation pour les enjeux LGBTQ+. On donne un peu trop la parole en ce moment aux gens qui ont de la haine au cœur. Je pense que ça, on devrait revoir un peu à qui on passe les micros. Mais il y en a plein de belles choses quand même. Il ne faut juste pas l'oublier. Puis c'est sûr que dans ce nuage gris qui est au-dessus de nous, c'est facile à oublier en ce moment. Mais il y a plein de belles choses. Un bon exemple, c'est que la Grande des mesures, en fait, qui est notre soirée bénéfice, les gens qui viennent à la Grande des mesures, moi, ça va faire 7 ans qu'on la vit, cette activité-là. Et les gens dans la salle, c'est pas une fête queer uniquement. C'est une fête queer avec des alliés. Beaucoup d'alliés, des gens qui sortent l'argent de leur poche pour soutenir parce qu'ils y croient. Donc, il y a encore des belles choses qui existent, puis je pense qu'il faut les nommer aussi, là. Ça boucle bien la boucle. On va terminer là-dessus. Pascal Vaillancourt, directeur général de l'organisme Interligne, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait grand plaisir. Merci. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées lundi soir, le 20 novembre, devant le monument à Georges-Étienne Cartier à Montréal pour la marche du souvenir trans. Pour l'occasion, un immense drapeau trans a été installé sur le socle du monument. Il y a eu quelques discours, une minute de silence, bougie à la main qui a été observée en mémoire des disparus. En entrevue, j'ai demandé à l'une des organisatrices, Céleste Trianon, qu'est-ce que les gouvernements, les autres acteurs de la société peuvent faire pour appuyer les communautés trans en ce moment. Voici ce qu'elle m'a répondu. Plusieurs actions peuvent être prises tant au niveau provincial, tant au niveau fédéral. Par exemple, au provincial, les soins de santé, ça c'est un bon début. Peut-être une chose que plusieurs personnes dans la communauté demandent, c'est de réduire les temps d'attente pour les soins de santé transaffirmatifs et aussi les soins de santé en général. Quant au niveau fédéral, une chose qui peut être faite, c'est de donner plus de financement à des organismes communautaires qui œuvrent pour les meilleurs intérêts des personnes queer et trans. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à tout niveau du gouvernement, ainsi que dans la société civile, au sein des entreprises même, juste de rendre des milieux de travail, des institutions publiques, même nos infrastructures plus inclusives. Tout le monde peut agir. Elle ajoutait que la meilleure chose que l'on peut faire en tant qu'allié ou membre de la communauté LGBTQ, c'est pour soutenir les personnes trans, c'est de sortir avec elles dans la rue. Et puis après les discours, les personnes présentes ont entamé une marche sur l'avenue du Parc. Mais juste avant, j'ai demandé à des participants et participantes pourquoi c'était important d'être là. Voici ce qu'elles avaient à dire. Je suis venu ici parce que je n'avais jamais été dans les rassemblements trans avant. Puis alors que j'ai fait mon coming out comme il y a 2 gars de ça fait pas longtemps. Puis c'est comme si j'ai besoin de savoir mieux, puis tout ça, pour moi-même et pour avec les autres. Fait que tout ça est important. Fait que je suis content d'être ici ce soir-là, vraiment. Je pense que c'est important parce qu'on voit autour du monde, au Canada et aux États-Unis, qu'il y a beaucoup de transphobie
envers tout le monde et même envers des enfants trans qui essayent juste de vivre leur vie. Et je pense que c'est important de raise awareness et de montrer aux gens qu'on est juste des humains comme tout le monde et on veut juste vivre. Toujours dans le monde, il y a beaucoup de personnes trans et beaucoup de personnes trans qui meurent, qui ont des vies très horribles. Et moi, je veux montrer que nous sommes tous ensemble, nous sommes dans la communauté, nous sommes les personnes qui habitent à Montréal, c'est nous. Et moi, je veux montrer qu'on est là et nous sommes juste des humains comme tout le monde. C'est important de démontrer notre solidarité envers tout le monde, peu importe leur identité de genre, peu importe leur orientation sexuelle, puis de juste comme s'unir pour faire avancer les choses. Puis au même titre que, tu sais, l'intersectionnalité avec la solidarité palestine, au même titre avec l'intersectionnalité envers l'antispécisme puis tous les êtres sentients sur cette planète, ben tu sais, ensemble on peut faire une différence, puis c'est important de s'unir dans ces causes-là. Pour moi, c'est important de toujours militer pour nos droits, surtout qu'un peu partout dans le monde, ils sont comme remis en question de manière constante. Puis aussi pour se souvenir de tous les gens qui se sont battus pour qu'on soit ici aujourd'hui, puis qu'il faut continuer à se battre pour la cause. Autre nouvelle, le militant non-binaire Alex-Frédéric Mignot a entamé une grève de la faim lundi le 20 novembre pour réclamer la fin de la désignation M ou F sur la carte d'assurance maladie du Québec. Il a confié à Radio-Canada avoir épuisé tous les recours pour se faire entendre. Depuis janvier dernier, c'est possible d'avoir le marqueur de sexe X sur ses documents d'état civil, mais il y a plusieurs institutions et ministères qui ne l'emploient pas encore. Il y a un comité interministériel qui se penche là, déjà depuis plusieurs mois pour définir des orientations pour gérer les changements liés au marqueur X. On s'en va faire un tour du côté de Québec maintenant, où nous rejoignons Garance Chartier, notre collègue chroniqueuse en musique. Bonsoir, Garance. Bonsoir, bien? Oui, merci. Est-ce que tu peux te décrire pour nos auditeuristes? Oui, je suis présentement habillé tout debout sur mon divan avec l'hiver qui commence à l'extérieur du show. Donc, aujourd'hui, il y a 3 groupes que tu veux nous présenter. Le premier, il s'appelle, en fait, c'est un collectif queer, Akira et le Sabbat. Oui, un groupe français très revendicateur. Et le Sabbat échappe à toute définition de genre. Un tourbillon queer, le rock, le techno, l'électro. Les 6 membres actifs hors normes vertènent les points serrés puis transforment leur en un besoin frénétique de danse, de trance et de mots qui claquent comme des pavés. Et avant de continuer, on va écouter un extrait de leur première carte de visite ici, donc qui s'appelle Kleenex. Papa pas d'accord, mais maman, papa pas heureux, wow. L'extrait devait peut-être être un peu plus long, mais est-ce qu'on peut le repartir? Papa pas d'accord, mais maman, papa pas heureux, wow. Non, ça sera tout ce qu'on a. Que j'espère que c'est pas la même chose pour les autres extraits. Bon. On en a d'autres. Mais on va pouvoir quand même les entendre, Garance, parce que tu les as rencontrés récemment lorsque tu étais de passage à Montréal. Oui, il était de passage sur le festival M Montréal. Je l'ai rencontré, j'ai eu la chance, cette grande chance, et je leur ai posé quelques questions, dont la première question qui était la question qui me frappe. Je pouvais passer une entrevue sans leur demander la même question qu'ils posent à tout le monde. Ça représente pour vous de faire partie des communautés LGBTQIA+. Ça veut dire quelque chose du monde. Et qu'en fait, si elle existe et qu'elle se rassemble, c'est qu'il y a un problème quelque part. Sinon, il n'y aurait pas une communauté. Mais en fait, nous, dans ce problème, on y voit une solution très forte et très simple. C'est-à-dire que, en fait, on est tellement dans un rejet qu'il faut qu'on trouve des solutions de survie d'abord.
Et sa solution de survie, c'est d'être ensemble. Et quand on est ensemble, il y a plein de problèmes qui se posent dans notre communauté aussi, mais on trouve des solutions. En tout cas, je trouve que c'est hyper beau de se rassembler, de se donner de l'espace pour se dire nous sommes dans un endroit où nous allons nous aimer, nous comprendre, nous entendre et réparer ces choses que les gens ont cassées dehors. Et peut-être en réponse à ces choses qui sont cassées, proposer de la colle, quoi. On est des fabricants de colle. C'est de la colle pour le cœur. Une petite parenthèse sur cette question. Pourquoi je la pose tout le temps? Je l'ai mentionné à la première émission, mais je voulais peut-être le rappeler. On est à la semaine 11. C'est parce que dans des émissions d'information, souvent, on est des intervenants, mais pour moi, les personnes sont avant tout des êtres humains. Alors, ça permet de mieux les connaître, les connecter. Donc, merci Garance de l'avoir relayé auprès d'Akira et le Sabbat. Mais ce n'était pas la seule question que tu leur as posée. Non, je leur ai demandé aussi, ils se disent un collectif queer. Moi, je voulais savoir la musique qu'elles font est queer. Notre musique, elle est queer. On écoute leur réponse. Déjà, musicalement, on n'a aucune barrière, aucune limite. Et ce qu'on fait, c'est trop bizarre. Et comme disait Océane tout à l'heure, on va pas essayer de rentrer dans une case, on va pas essayer de suivre un chemin pour créer. Juste, on crée ce qui est en nous. Et voilà. Puis c'est aussi queer par notre public. Genre, c'est comment ils le reçoivent et le public quand c'est créé, surtout à Lyon. Oui. Un beau lien avec le public, Garance. Et d'ailleurs, ce lien-là qui se construit parfois sur scène, c'est important dans leur démarche. Oui, avec le Sabbat, se disent qu'ils ne font pas des spectacles, bien des rendez-vous. Alors, je leur ai demandé, vous aimeriez que les gens se rappellent de quoi à la sortie de ces rendez-vous? On aimerait pas spécialement que cette personne se rappelle de quelque chose, mais plus qu'on lui ait donné l'envie de faire des choses concrètes, si tu veux. Parce que on n'aime pas trop cette image de groupe, tu sais, qui se met sur le piédestal qu'est la scène, et genre il y a le public et le groupe, tu vois. Nous, ce qu'on essaye plus de faire, et ce qu'on aime bien faire d'ailleurs, c'est juste de faire la teuf avec des gens, et qu'on ait et limite, si on n'a pas nos instruments et c'est d'autres personnes sur scène, je vois, c'est la même chose. Et donc là, on n'a pas entendu l'extrait en début, malheureusement, mais la chanson s'appelle Kleenex. Et vous, ça vous a envie de... en fait, toi, Garance, ça t'a envie de leur poser une question particulière. J'avais envie un peu de ça parce que, alors, lecture de dossiers de presse et de biographie, tout ça, on se rend compte que c'est vraiment un mot qui est radical, anticapitaliste, tout ça. Et moi, je trouvais ça quand même drôle d'arriver avec un premier single qui s'appelle Kleenex et quand une marque d'un produit pour un groupe qui se dit anticapitaliste. Alors, je me demandais pourquoi Kleenex. C'est un peu rigolo cette antithèse où on va dénoncer des choses, mais en même temps, on te donne un petit Kleenex qu'on a payé pour t'essuyer tes larmes. On vous aspecte notre personnalité. C'est quand même tout aussi absurde que de voir le monde brûler et ne rien faire. Oui. Ah oui. Ça montre qu'on n'est pas parfaite. Et genre, si on attend d'être parfaite pour faire quelque chose, on va rien faire. C'est comme quand on dit t'es écolo, mais t'as un smartphone. Alors, c'était Akira et le Sabbat, Garance. Prochain artiste sur la liste cette semaine, Jeremy Dutcher. J'ai beaucoup aimé cette suggestion. Qui est-il, Garance? Jeremy Dutcher est Yel. Yel est mort spirituel, compositeur, musicologue, interprète et activiste autochtone. Membre Malice de la Première Nation de Tobique, nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Premier album 2018 qui a reçu un prix prestigieux Musique Polaris après avoir fait une formation en chant classique dans la tradition classique occidentale. Il a inclus des chants traditionnels et des chants maléfiques. Certains de vous l'ont peut-être remarqué lors de la 3e saison Canada's Drag Race en 2 comme jeu invité. Et en octobre dernier, il nous offre un album, Tiwolunwok, où il mélange des chansons en anglais et des chansons dans la langue malice. Sa voix est très similaire à ceux qui connaissent l'artiste incroyable Anony. On est vraiment à s'y méprendre. Donc, il sera tourné. En fait, Yel est en tournée en ce moment dans l'Est du pays. Elle viendra en Ontario en novembre et on le souhaite très fort qu'on pourra la voir à Montréal
Montréal, à Québec, pour qu'on puisse entendre sa musique exceptionnelle. Je vous laisse avec l'extrait by Hand. Try to see cross rivers that you feel, stories you're afraid to hear can keep our love away. Alors, c'était Jérémy Dutcher. Et puis finalement, Garance, dernier artiste, Héron. Oui, Héron, qui est un groupe... j'ai envie de dire basé de Montréal, mais avec des musiciennes de Québec aussi. Le projet solo de Hank Kincaid, qu'on connaît peut-être avec sa participation dans le groupe Kincaid, avec les frères jumeaux. Il arrive avec un projet solo, un premier qui s'appelle Fontaine, qui est sorti le 27 octobre dernier. Henri tisse des liens avec son propre bagage musical, qui est le pop, folk, le rock, patrimoine vivant québécois. Donc, Héron propose une collection de chansons à la fois personnelle et festive, ancrées dans les racines musicales québécoises de façon assumée et complexité. C'est vraiment un mélange entre le folk, le pop et la musique traditionnelle. On les a découverts au Francoute 2023, qui est finale. Donc, spectacle le 1er décembre à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Et pour finir cette belle soirée, je vous laisse sous l'extrait Fontaine de Héron. Caresse-moi comme un temps. Qui a déjà vu l'océan. Merci, Garance. Et on s'excuse pour la qualité de la connexion. Le test à 18h30 était nickel, mais bon, c'est la technologie. On va essayer de travailler sur une solution pour la prochaine connexion à distance que l'on aura. Merci de votre compréhension. Alors, j'avais hâte de pouvoir en parler de ce documentaire parce que je connaissais le mythique endroit dont il est question. Je le dis en début d'émission, ce sont les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Ça se poursuit jusqu'à dimanche et dans la programmation, il y a ce documentaire qui s'appelle Éviction sur une colocation queer de la rue Parthenay à Montréal qui a été dissoute après une reprise de loyer. Le documentaire suit les derniers locataires à l'approche du déménagement. On en parle avec la réalisatrice Mathilde Capone. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'étiez pas là en début d'émission. Je vous reviens avec les petites questions, mais le temps de saluer aussi Marine Goury. Rebonsoir. Rebonsoir. Donc, une des dernières locataires. Alors, Mathilde, je l'ai fait pour tout le monde à l'émission. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms? Alors, j'utilise IL comme pronom, une alternance dans les accords. Et en ce moment, j'ai un petit foulard autour du cou qui est le symbole de ma solidarité avec tout ce qui se passe en Palestine et le génocide en cours. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous de faire partie des communautés LGBTQ+? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire beaucoup de lutte en ce moment, je dirais. Beaucoup de mouvements. Alors, parfait. dont une action que vous venez de faire, ce documentaire qui va être présenté le jeudi, le 23 novembre, pour la première fois. Comment est-ce que ça a commencé, ce projet-là? Alors, ce projet-là, il a commencé parce que moi aussi, je fréquentais beaucoup le lieu de Parthenay et c'était des amis assez proches, notamment Marine, qui est ici. Et puis, j'ai vécu pendant plusieurs semaines là-bas. J'ai été accueillie avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et dans les moments que j'ai passés là-bas, je me suis dit, mais il faut absolument qu'il y ait une trace de cet espace. Moi, je suis vraiment fascinée par les espaces queer, les espaces lesbiens aussi des années 80. Et j'ai une grande nostalgie des années 80. J'aurais aimé ça être jeune et connaître plus les mouvements lesbiens de ces époques-là, mais aussi d'avoir des traces de ces espaces. Alors, j'avais vraiment envie qu'on garde plus en mémoire les lieux qui sont importants dans nos communautés, les lieux qu'on perd, les lieux que pourtant on façonne pendant des années.
Donc, ça a été un peu le point de départ. C'était il faut laisser une trace de cet espace-là et aussi des personnes qui y habitent parce que c'est des personnes absolument incroyables, extravagantes, grandiloquentes. Alors, il y avait vraiment l'envie de leur donner parole, mais aussi évidemment de parler de la crise du logement. Mais le point de départ, c'est aussi de créer une mémoire autour de nos espaces qu'on perd. Et Marine, vous avez joué un rôle aussi là-dedans parce que vous en parliez de ce projet-là et vous avez beaucoup encouragé Mathilde à le faire, ce projet-là. Pourquoi? Je l'ai harcelée, en fait. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est Mathilde qui a eu cette idée-là à la base. Là. Ça vient pas du tout de moi ou des autres habitantes. Mais à partir du moment où Mathilde a mentionné l'idée de faire un documentaire sur ce lieu qui avait été clé dans la vie de beaucoup de gens qui allaient disparaître, moi, ça a quand même allumé quelque chose chez moi, qui suis quelqu'un qui est un peu obsédé par le fait de garder en mémoire l'archivage, la documentation, garder des traces, ne pas oublier. Et en particulier dans des communautés où on a tendance à perdre nos espaces, je trouvais que c'était une super idée. Et une fois que Mathilde l'a mentionné, ça m'a pas trop quitté. Et effectivement, je l'ai relancé plusieurs fois là-dessus pour qu'elle le fasse et je suis vraiment contente. Donc, mais cette idée-là, d'abord et avant tout, elle est née parce que vous avez reçu un avis de reprise de loyer. Est-ce que, Mariam, vous pouvez nous parler un peu mais d'abord, quelle était cette colocation-là? Elle existait depuis combien de temps et comment vous avez appris cette nouvelle-là? Oui, alors c'est une colocation qui a existé pendant 12 ans. C'est un genre de quelque chose qu'on pourrait qualifier de 11,5. Quelque chose qu'on pourrait plus se permettre aujourd'hui là, avec les prix actuels. C'est un rez-de-chaussée sur la rue Parthenay qui comprenait aussi un sous-sol. Donc, on avait une salle à dîner, un salon, 6 chambres, un autre salon en bas, un grand atelier, deux salles de bain, une grande cuisine, 2 balcons, une immense cour magnifique. Et en fait, c'est un espace qui existait depuis 2010. Donc, il n'a pas toujours été un espace juste queer. Il y a toujours eu des personnes queer qui passaient, mais les dernières années, en fait, c'est vraiment devenu un lieu où c'était essentiellement des personnes queer qui y vivaient et où il y avait énormément de parties et d'événements qui se passaient là-bas. Et je te dirais qu'au depuis le début, en fait, c'est un espace où beaucoup de gens assez politisés, je dirais, se retrouvent. Et quand vous avez appris la nouvelle, il n'y avait rien à faire, là? Non, alors moi, ce qui est drôle, ironique, c'est que moi, c'est mon travail. C'était mon travail à l'époque de travailler dans un comité logement, donc où j'aidais les locataires non seulement à trouver du logement social, mais aussi à défendre leurs droits en termes de droits des locataires face à leurs proprios, dans des situations d'éviction, etc. Là, on se situait clairement dans une situation où on pouvait rien faire, c'est-à-dire une reprise de logement. Donc, c'est les nouveaux propriétaires qui achètent le logement, qui veulent y habiter. Et là, en général, il y a souvent des fausses reprises de logement. Là. On en a débouté quelques-unes cette année. Mais là, ils avaient toutes les preuves. Je veux dire, c'était une petite famille qui venait s'installer. C'était leur premier achat. C'est même pas si tu veux, c'est même pas les pires ennemis dans le contexte du logement en ce moment, mais ça a quand même participé à la disparition de ce lieu-là. Mathilde, Marine vient de le dire, que le lieu s'est transformé au fil des années pour devenir véritablement là, beaucoup plus queer. La communauté queer, c'est vous qui m'avez dit ça là, quand on s'en est parlé avant, mais pas toujours facile d'y avoir accès, surtout pour la documenter. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu un des enjeux reliés à ça? Pourquoi ce climat-là existe, mais aussi le contexte particulier dans lequel vous avez pu avoir accès à cette colocation-là? Je pense qu'on est une communauté qui a de la misère à se faire représenter avec raison, parce qu'on a été très mal représenté pendant des années, à la fois dans les médias, à la fois dans les films, à la fois dans les romans, au niveau général par le monde mainstream. Et il y avait beaucoup donc, de personnes hétéros, cis, qui parlaient des communautés queer. Et je pense que ça a généré beaucoup de méfiance, aussi avec la queerphobie ambiante, la transphobie, etc., qui perdure, qui est encore là aujourd'hui, mais qui était encore plus présente à certaines autres époques. Donc, je pense que ça a généré beaucoup de méfiance. Et au niveau du cinéma, on le voit, là, c'est très difficile d'avoir accès aux lieux, aux espaces, aux personnalités pour pouvoir faire des documentaires à l'intérieur de la communauté. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant que ce soit des personnes queer et que ce soit des personnes qui font partie de la communauté qui sont capables de prendre parole et de créer des romans, des films, toute la documentation, des livres d'histoire, en tout cas, que ce soit vraiment porté par des gens de la communauté. Et je pense que pour moi, ça a été central dans le film. J'aurais jamais eu accès à la vie
vitesse à laquelle j'ai eu accès, si ça n'avait pas été ma communauté, et aussi des amis très proches. Parce que d'habitude, quand on fait un documentaire, ça nous prend des mois, voire des années de créer un lien de confiance pour être capable de pouvoir juste sortir une caméra, des fois, devant certaines personnes. Il y a des gens qui veulent tout de suite se faire filmer, là, mais il y a des gens que ça prend vraiment longtemps. Et moi, Partenay, ça n'a pas été une hésitation. Évidemment, mon lien avec Marine, ça a beaucoup joué parce qu'on est très proches et donc, du coup, elle a embarqué facilement dans le projet, et parce que ça faisait du sens pour elle. Mais même les autres personnes qui étaient aussi des amis, mais certaines personnes moins proches, il n'y a pas eu d'hésitation. Aussi, j'ai déjà fait un autre long métrage qui avait été vu et apprécié par beaucoup de monde qui était dans le collectif. Mais je pense que ce lien de confiance-là, ça m'a permis d'avoir accès, mais surtout d'avoir accès à beaucoup d'intimité dans le lieu, parce que je ne voulais pas du tout faire un documentaire avec des têtes parlantes et des entrevues. Il y en a quelques-unes dans le film, mais c'est plus des entrevues spontanées. Donc, je voulais vraiment avoir accès à l'intimité, suivre les gens dans leur quotidien pour montrer qu'est-ce qu'on perd quand on perd un lieu, puis qu'est-ce qu'on perd avec la crise du logement au sein des communautés queer. On reviendra sur cette proximité que vous avez, mais avant, c'est parce que là, vous venez de parler du documentaire. J'aimerais ça qu'on plonge dedans. Et pour aider l'auditoire, j'ai un extrait de la bande-annonce qu'on va écouter à l'instant. Il n'y a comme pas eu de pancarte devant le bloc, rien. Puis je pense que le message s'est comme pas rendu. Fait qu'on a comme appris un peu que le bloc était vendu, que les visites étaient là. On est officiellement l'équipe de recherche de la porte la plus stylée. Tous les loyers qu'on montait, tu reviendras jamais en arrière. Puis si on fait rien, ça va finir comme Vancouver et comme Toronto. Alors Mathilde, on a entendu des gens dans la bande-annonce. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce documentaire? Je ne vais pas tout révéler parce que le lancement est demain, mais en gros, on voit déjà le party, le gros party de départ qui a eu lieu pour célébrer la fin du lieu. Comme Marine le disait au début, c'était vraiment un lieu central pour les parties, les fêtes. Il y a des fêtes grandiloquentes là-bas. Donc, le tournage a débuté avec le party. On a été une équipe, on était 7-8. D'ailleurs, c'est... Petite parenthèse, mais c'est un film complètement autoproduit, avec très peu de budget, toute une équipe bénévole au niveau du tournage. Donc, je ne sais pas si les gens ici sont familières avec qu'est-ce que c'est faire un film, mais c'est beaucoup de travail. Puis, c'est beaucoup de gens bénévoles qui avaient envie, en fait, que ce film-là ait lieu. Mais bref, ça a commencé avec le party de départ et ça s'est poursuivi dans une semaine où on a été en immersion complètement dans le lieu avec toute l'équipe. Donc, on a filmé des départs au travail, on a filmé les gens qui se font à manger le matin, au réveil, on a filmé des discussions au coin du lit, on a filmé des petites entrevues spontanées, vraiment le vivre ensemble. Donc, les gens qui évoluent dans leur quotidien. Et puis après, on a filmé aussi tout le déménagement. Donc, évidemment, un lieu de 12 ans d'habitat, il y a beaucoup de stock dedans. C'est beaucoup de choses à gérer. C'est beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont déposé leurs affaires, qui ne sont jamais venues les rechercher. Donc, il y avait comme beaucoup de stock à gérer. Donc, on a filmé les gens qui font leur boîte, tout le deuil à faire de cet espace-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ce stock-là? Et comment on va s'installer dans les nouveaux appartements qu'on a trouvés ou qu'on va trouver dans les prochains temps. Fait, il y avait aussi toute cette recherche-là d'appartements qui est très présente dans le film et finalement, donc, le déménagement en tant que tel. Et Marine, comment vous l'avez vécu d'avoir cette équipe-là qui vous suivait dans ce moment crucial? Nous, à la base, on était quand même contents de les avoir. Après, c'est vrai que c'est pas... comment dire? On n'est pas... c'est rare qu'on soit habitué à avoir une caméra 24 heures sur 24 sur soi, quoi. Donc, c'est sûr que les images... Je pense qu'ils ont réussi à capter des images qui étaient assez véridiques parce qu'on avait confiance en eux. Mais la caméra crée toujours une nouvelle dimension à intégrer. Fait que la spontanéité n'est pas exactement la même si on reste un petit peu spontané. Donc, ça crée, moi, je dirais que ça crée comme une espèce de... Comme si on avait eu un ou une nouvelle coloc avec nous. Ils n'ont pas été trop envahissants. Moi, je me souviens de quelques moments où mais vraiment, genre une ou deux fois, j'ai trouvé ça plus dur, mais c'est parce que c'était pendant le déménagement et c'était déjà émotif à la base. Oui, c'était très émotif, puis ça me rappelait qu'on partait, puis etc. Mais je te dirais qu'il y a eu une petite adaptation. Et finalement, comme l'équipe était... Donc, déjà, on connaissait une bonne partie de l'équipe. Moi, j'étais très proche de Mathilde. Puis les autres personnes qu'on ne connaissait pas étaient juste vraiment adorables. C'est vraiment comme s'il y avait une nouvelle colocataire qui était là. Et c'est drôle parce que des personnes de l'équipe qui étaient là pendant
le tournage, pendant le déménagement, m'ont dit c'était vraiment bizarre d'être là, vous voir faire vos boîtes, puis de absolument pas vous aider jamais. Mais tu sais, on leur en a pas du tout voulu pour ça. Je veux dire, ils étaient là, mais ouais. Parlons-en de cette proximité-là. Vous en avez glissé un mot toutes les deux. Bon, Mathilde, vous êtes une cinéaste engagée. Ça reste quand même un documentaire que vous avez produit. Donc, cette proximité, oui, elle vous a permis d'avoir accès à toute cette gang. Mais en même temps, comment, en tant que réalisatrice, vous avez adapté votre démarche aussi pour garder, en fait, pour produire un portrait le plus réaliste possible? Ben, c'est intéressant parce que c'est le début de la diffusion, mais je pense que je vais le dire beaucoup sur Éviction. Éviction, c'est pas un film sur Parthenay, c'est un film sur l'éviction de Parthenay. Je le dis pour éviter toute déception parce que 12 ans d'un lieu, évidemment, il y a énormément d'histoires qui s'y passent. Il y a énormément de drama, il y a énormément d'amour, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup d'histoires à raconter autour du lieu. Et évidemment, un film de 1h15 ne peut pas répertorier tout ça, d'autant plus qu'on l'a filmé dans l'urgence, on a filmé avec très peu de moyens et on a filmé aussi avec les habitantes qui étaient là. Ce lieu-là, il a été construit, comme Marine l'a expliqué tantôt, il a été construit par toutes les personnes qui ont mis de l'énergie, qui l'ont parti, qui l'ont fait advenir, qui l'ont fait vivre. Donc, évidemment, c'est impossible de répertorier, de donner un portrait réel, de répertorier toutes ces réalités-là dans un film d'1h15. Il aurait fallu faire plusieurs séries de films pour le faire. Donc, c'est sûr qu'il y a mon point de vue dans le film, évidemment. Parce que si c'est mon regard, parce que si je suis la seule personne qui a suivi tout le film tout au long, là, qui était là au tournage, qui était là au montage, qui a pris toutes les décisions esthétiques avec des collaborateurs, collaboratrices, évidemment, que je salue d'ailleurs, qui ont été fantastiques pendant tout le travail du film. Mais évidemment, c'est ma vision, mais c'est aussi une vision qui se construit avec les gens, dans le sens que j'ai eu beaucoup de discussions, même avec Marine, je me rappelle, pendant le montage, on discutait beaucoup de « Ah, telle scène, est-ce que tu penses que c'est comme bien qu'elle soit présente ou pas ?» Fait que, tu sais, il y a eu toujours des allers-retours avec quand même les protagonistes. T'sais. Fait que, ouais. Puis il y a eu aussi, les gens qui habitaient là, mais il y avait aussi un souper d'anciens. Ouais. Il y a eu aussi des recueils de témoignages dans une vanne. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ces deux aspects-là du film? C'est vrai que tu en parles. En fait, c'est ça. On voulait évidemment suivre les habitantes dans leur quotidien, mais on voulait aussi donner la parole aux personnes qui n'y habitent pas au moment précis du film, mais qui ont participé à le façonner. Donc, on a décidé de faire un souper des anciens-anciennes 2 jours après le party. Donc, on a invité toutes les personnes queer qui avaient habité dans l'espace et on a filmé ce moment-là avec plusieurs caméras. Et donc, du coup, c'est ça. On a réussi à capter et à donner la parole aussi à des personnes qui n'étaient pas là dans le quotidien de notre tournage, mais qui ont quand même eu une importance dans l'existence de Parthenay. Et puis, pendant le party, on a décidé d'avoir une vanne à l'extérieur dans la petite ruelle où chaque personne pouvait venir se raconter tout au long de la soirée. Et raconter des anecdotes sur Parthenay, son rapport au lieu, l'importance que le lieu a eu pour cette personne-là qui parlait, ou juste tout simplement le deuil qu'il y a à faire, donc la perte, qu'est-ce que ça signifie, la perte du lieu. Et j'ai été très étonnée de voir qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de plein d'autres évictions, en fait, c'est-à-dire que finalement, ce film-là, il parle de Parthenay, mais il parle de tous les lieux qu'on a perdus. Il parle de tous les lieux qui ont façonné nos communautés. Et c'était hyper intéressant de récolter ces paroles-là aussi pour élargir justement et montrer toute la communauté qui est derrière Parthenay, au-delà des habitants-habitantes. Et justement, dans cette crise, ou en fait plutôt dans tout ce débat sur la crise du logement, quelle voix votre documentaire vient apporter? Ben, comme je le disais tantôt, je pense que c'est vraiment le fait de montrer concrètement, au-delà d'avoir des chiffres, au-delà d'avoir des faits sur qu'est-ce qui se passe avec la crise du logement. Je pense que Marine pourrait nous en parler plus en détail. Je pense que c'est vraiment important de les avoir en tête, ces chiffres-là. Ceci dit, le film Éviction, c'est vraiment montrer les liens et qu'est-ce que ça fait quand on perd un lieu, qu'est-ce que ça fait pour la communauté queer, puis qu'est-ce que ça fait un lieu qui est aussi un lieu de transmission intergénérationnelle, un lieu de transmission d'une sous-culture. Donc, tu sais, c'est ça pour moi que ça vient apporter. Alors bien sûr, ça vient dénoncer la crise du logement. Il y a des faits plus précis qui sont donnés dans le film. Mais il y a d'autres films comme Ma cité évincée qui vient de sortir aussi, qui est super intéressant sur la question des évictions et qui va rentrer plus en détail sur certaines choses. Moi, c'était vraiment plus un portrait intimiste. Voilà qu'est-ce qu'on perd. Et Marine, vous travaillez dans le domaine du logement, mais vous vous intéressez encore à ça beaucoup aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, là, en quelques mots, les enjeux particuliers de la communauté LGBT par rapport à la crise du logement? C'est assez large, mais
Ce que je pourrais dire, c'est que, comme le disait une personne tantôt enregistrée, c'est important pour la communauté queer de se rassembler, non seulement pour créer un sentiment de sécurité, mais aussi pour justement faire briller cette sous-culture qui est fabuleuse et pour justement se donner de la force et rayonner, inspirer les gens autour, etc., puis continuer d'exister. Et pour qu'une culture existe, en fait, il faut que les gens se rencontrent. Et les lieux de rencontre, ils ne sont pas infinis. Donc, en particulier pour la communauté queer, moi, je dirais qu'il y a les espaces de fête, donc les espaces de rave, les espaces culturels, de spectacle. Il y a les bars, il y a les espaces de cruising, mais il y a aussi les maisons, en fait, les maisons collectives. Et il y a énormément de rencontres, en fait, qui se créent ou de moments importants qui viennent se créer dans ces espaces-là. Je veux dire, moi, j'ai fêté un de mes anniversaires en faisant un faux vernissage, puis c'était vraiment super. Puis on faisait deux parties par année chez nous où on investissait énormément dans ces trucs-là. Fait qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, on se connaît pas, mais moi, je suis déjà venue chez toi plusieurs fois. Je t'ai vu de loin, blabla. » Fait que on perd déjà depuis des années des salles de spectacle, des bars, à cause de la gentrification, à cause de la hausse des prix. Dans les années 80, il y avait beaucoup de bars lesbiens à Montréal qui ont complètement disparu, par exemple. On perd des espaces queer alternatifs pour garder les choses un petit peu plus lucratives qui contribuent à un tourisme rose. Parce que ce qui est un petit peu ironique, c'est que la queerness peut effectivement générer du profit en donnant à une ville l'image d'une métropole attractive, culturellement bouillonnante, etc. Mais en fait, les espaces réellement alternatifs sont extrêmement précaires et avec la hausse des prix, en fait, disparaissent. Et donc, en ce moment, je te dirais qu'il y a vraiment... il y a plein de lieux qui disparaissent comme ça et c'est pour ça et en fait qui provoquent qui ont des répercussions très intimes et personnelles sur les gens. Les déménagements, c'est traumatisant, c'est très très stressant, ça peut créer des conflits, ça crée de moins en moins d'espaces où les personnes peuvent se rencontrer, donc c'est moins facile de se rassembler. Moi, Mathilde et moi, l'année dernière, cette année en fait, en juin, on a participé avec beaucoup d'autres personnes à organiser le festival Brûlance. Et ça a été l'enfer de trouver un lieu qui était abordable pour nous, en fait. Alors qu'il y a des années, à la Radical Queer Semaine, j'avais l'impression que c'était un petit peu plus facile. Mais de plus en plus, ça devient très, très compliqué de juste vouloir se rassembler dans un endroit pour parler, faire des conférences, des ateliers, etc. Planifier des projets. C'est ça. Et la fête, n'en parlons même pas. C'est compliqué. Mathilde, votre documentaire Éviction sera présenté ce jeudi et ce samedi aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Samedi, ce sera au Cinéma du Parc. Il y a un événement survenu récemment dont vous vouliez parler. Oui, c'est ça. Alors, comme tu disais, donc mon lancement de film est demain, sinon l'autre projection à 13h15 au Cinéma du Parc. Il faut savoir que le Cinéma du Parc, le 6 novembre dernier, a décidé d'annuler la projection d'une série de films d'une cinéaste palestinienne, Jocelyne Saab, qui était organisée par une coalition de 10 organisations culturelles, dont Regard Palestinien. On est vraiment plusieurs à être scandalisés par cette censure incroyable. Ça pose vraiment la question de savoir pourquoi nos films pourraient être diffusés au Cinéma du Parc si ceux de cette cinéaste palestinienne-là ne peuvent pas y être, encore plus dans le contexte aujourd'hui des bombes qui déferlent à Gaza et de la colonisation qui perdure en territoire palestinien. Alors... c'est une question super complexe à savoir si oui ou non on doit maintenir ce type de projection dans le cinéma. Il faut savoir que le Cinéma du Parc, c'est un cinéma indépendant qui est hyper important dans nos communautés, qui diffuse depuis des décennies des films politiques, des films audacieux, etc. Un cinéma que je préfère au Cinéplex ou à Star Cité, évidemment, pour des raisons politiques évidentes. Voilà, j'invite tout le monde à envoyer des messages au Cinéma du Parc pour demander une reprogrammation de la série de projections, des excuses publiques dignes de ce nom qui ont de l'allure et aussi de versement de fonds pour les pertes dues à l'annulation de la soirée. C'est les revendications de la coalition d'organisations que je fais juste partager. D'ailleurs, le Cinéma du Parc, sur son site Internet, s'est excusé d'avoir annulé l'événement sans préalablement avoir échangé avec les organisateurs et aussi un manque de communication avec le public. Et ils ont indiqué avoir entamé des discussions avec les organisateurs de la série. C'est rendu où? Je n'ai pas la mise à jour, mais c'est le message qu'ils ont publié sur leur site Internet. Donc, Mathilde Capone, réalisatrice du documentaire Éviction, comme Marine Goury, qu'on pourra voir donc à l'écran dans ce documentaire. Merci et bon lancement demain. Merci à toi. Merci beaucoup.
C'est déjà le mot de la fin, mais tout juste avant, j'ai une invitation à vous faire à l'approche des parties de Noël. Si jamais vous cherchez un endroit où faire un 5 à 7, que ce soit avec votre employeur ou le groupe LGBTQ de votre employeur, bien évidemment, on vous invite à venir au Normandie un mercredi. Ça nous ferait plaisir de vous y voir. Donc, on est ici avant l'émission et on reste après également. En tout cas, moi, je reste, d'autres personnes aussi. Et la saison d'automne se poursuit jusqu'au 13 décembre. Donc, il y a encore quelques semaines devant vous. Les invités de la semaine, Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne, la cinéaste Mathilde Capone, on vient de la recevoir, Marion Goury pour leur documentaire Éviction, présenté dans le cadre des RIDM. Chroniqueuse en musique, Garance Chartier. À la technique cette semaine, Lou Perreno et l'interprète en langue des signes, Marie Penel, ainsi que Catherine LP, de l'improvisation en direct. Voilà, donc merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a mis des photos d'ailleurs de la marche du souvenir trans en début de semaine. Donc Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Notre infolette également. Le formulaire est disponible sur notre site Internet. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.